Je propose de commencer à introduire un petit peu ce temps d'échange et puis ça fera peut-être venir les derniers arrivants. Donc, bonjour à toutes et tous. On est donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier temps d'échange consacré aux questions d'oncologie, de précarité et de grande précarité. Donc, c'est une thématique qui nous mobilise particulièrement cette année et pour laquelle on a la chance de pouvoir vous proposer donc plusieurs temps d'échange et de réflexion, dont celui-ci. Peut-être vous resituer que si on a souhaité construire cette programmation, c'est parce qu'elle répond à une demande qui nous a été exprimée de la part des membres de l'association des professionnels des PASS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toujours un petit peu long à dire, mais aussi par des médecins et des professionnels donc d'autres PASS sur la région qui, sur le terrain, donc sont régulièrement confrontés à des situations qui rendent ces parcours de soins particulièrement complexes, hein, à la croisée d'enjeux médicaux, sociaux, administratifs et éthiques. Hem et que plusieurs d'entre eux nous ont fait part de leur besoin de prendre, voilà, du recul sur ces situations, hem, de partager leur expérience, de confronter leur point de vue, avec d'autres professionnels et de plus largement nourrir un peu des réflexions autour de ces questions. C'est bien, écoute, un fond. Ouais. Alors la passe de Roanne, paf, je vais vous couper le micro. Hem Donc en préparant, un temps d'échange, sur ces sujets, mais aussi pour, nourrir à nous nos propres réflexions sur ces questions, on a à l'époque entrepris quelques petites recherches bibliographiques afin d'identifier donc des travaux qui seraient susceptibles d'éclairer ces problématiques et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu la chance de découvrir les travaux d'Anaïg Pian et notamment, l'un de ses articles qui est intitulé «De l'accès aux soins aux trajectoires du mourir» qu'on pourra vous faire passer après les échanges d'aujourd'hui et dont les analyses, voilà, ont particulièrement fait écho, à de nombreuses situations que vous nous rapportez sur le terrain. On laissera Anaïg Pian, présenter ses travaux, mais voilà, c'est une étude qui n'est pas nouvelle, elle a maintenant quelques années, mais elle nous a semblé toujours extrêmement, voilà, d'actualité, sur notamment les questions qu'elle soulève, encore une fois, d'enjeux éthiques, institutionnels et cliniques, heu et qui résonnent donc avec, encore une fois, les difficultés que vous rencontrez. Donc on a pris contact avec madame Pian pour lui présenter notre démarche et elle a très gentiment donc accepté de se rendre disponible pour partager avec nous, ses travaux, et ouvrir donc la discussion sur ces questions et plus largement, en fait, nous accompagner sur la construction et l'animation de ces différents temps d'échange et on la remercie très chaleureusement pour sa présence aujourd'hui parmi nous. Donc, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole, peut-être la laisser se présenter avant de présenter donc, ses travaux et on la remercie encore pour sa participation aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc pour me présenter très rapidement, moi je suis, sociologue, vous m'entendez bien? Oui. Ah. Hem, j'ai l'impression que certaines personnes m'entendent, mais pas d'autres. On est là. Après, s'il met une blouse, je me suis dit, c'est un peu l'entre-deux, il peut se mettre dans le fort. Bah, ce qui est drôle, c'est quand Attention, Alors je vais éteignez bien vos micros, je s'il vais vous couper les plaît. micros, hop là, voilà. Mais je pense qu'on vous entend bien madame Pian. Oui? OK. Donc je suis sociologue et à l'université de Strasbourg, professeure de sociologie et je travaille notamment sur les questions, d'accès aux soins et de trajectoire de soins des populations migrantes en situation de précarité et donc madame Jena m'a demandé, d'intervenir par rapport à une, étude donc qui date un petit peu actuellement, puisqu'elle avait été réalisée entre 2010 et 2013. Elle était financée par l'INCa, l'Institut national du cancer, et elle portait sur les parcours de soins des étrangers et des immigrés atteints de cancer en Bretagne. Et donc l'idée, c'était de revenir un petit peu sur cette étude qui fait écho à des problématiques encore d'actualité. Peut-être dire deux mots pour resituer cette étude.
Donc, elle avait lieu en Bretagne. Alors, historiquement, la Bretagne est une région à moindre immigration que d'autres régions. Par exemple, si on compare avec l'Île-de-France, même si au moment de cette étude, donc au début des années 2010, la région connaissait notamment une forte hausse des demandeurs d'asile. Et ces parcours de soins, notamment, questionnaient beaucoup à la fois les professionnels de santé et du social, avec aussi parfois peut-être moins de ressources qu'ailleurs, notamment concernant, alors maintenant ça a évolué, mais à l'époque, la question de l'interprétariat était très peu développée encore dans cette région. Avec aussi des professionnels qui étaient moins habitués à être confrontés à ce type de public que par exemple en région parisienne. Donc c'était, si on peut le résumer, un phénomène qui quantitativement était relativement peu important, mais qui qualitativement en fait soulevait beaucoup d'enjeux. Un autre point plus général de contextualisation, mais qui me semble important de rappeler, si on se place là au niveau de la littérature, en fait, on commence à avoir notamment en épidémiologie au tournant des années 80, toute une réflexion autour de l'état de santé des étrangers et de la comparaison en fait de l'état de santé des étrangers par rapport à l'état de santé des nationaux. Et on commence à se demander si les étrangers avaient une meilleure ou une plus mauvaise santé que les nationaux. Donc, il y a toute une série d'études épidémiologiques qui vont être menées dans les pays occidentaux. Et globalement, ce qui ressort, c'est que l'état de santé des étrangers à l'arrivée semble globalement supérieur à celui des nationaux du même âge. Alors, plusieurs hypothèses sont alors avancées dans la littérature pour rendre compte de ces différences, notamment celle de l'autosélection. Donc, les migrants, les personnes qui migrent seraient en bonne santé, mais aussi l'effet des politiques migratoires sélectives, par exemple au Canada ou en Australie avec des passes sanitaires. Alors, ces résultats des années 80, ils présentaient néanmoins certaines limites et réserves qui étaient soulignées, notamment la difficulté à comptabiliser les décès qui seraient survenus à l'étranger, ce qui pourrait aussi expliquer une moindre, par exemple, morbidité en France des immigrés originaires du Maghreb qui rentreraient à la retraite, par exemple, ou en fin de vie dans leur pays et qui échapperaient à ces statistiques. Cela dit, en dépit de toutes ces limites, on voit vraiment un basculement à partir des années 2000, où là, toutes les études vont attester qu'à structure démographique équivalente, les étrangers sont en moins bonne santé que les nationaux, que ce soit au niveau de l'état de santé dit objectif, donc avec des pathologies qui vont être diagnostiquées, ou au niveau de l'état de santé subjectif, c'est-à-dire lorsque dans les études, on demande aux personnes comment est-ce qu'elles se sentent en bonne ou en mauvaise santé. Et vis-à-vis de ces deux indicateurs, même s'il y a des variations importantes selon les pays d'origine, globalement, on constate une forte dégradation de cet état de santé et cette dégradation va s'accentuer au fil du temps. Les facteurs qui vont être mis en avant et on arrive du coup à la problématique d'aujourd'hui, ça va être notamment la précarisation sociale administrative et puis tous les obstacles pour accéder aux soins. Un autre point peut-être aussi introductif, c'est que on en parlera un petit peu et je pense que c'est dans cette étude de 2012, mais je pense que c'est aussi les problématiques qui se posent peut-être actuellement dans vos services. Le cas d'étrangers dits primo-arrivants et pour qui la France va offrir un espoir de guérison, notamment dans le cadre du cancer. Mais on retrouve aussi des représentations, on va dire, un petit peu inversées, notamment de la part de personnes étrangères ou immigrées qui sont installées depuis plusieurs années, notamment
sur le territoire, où là, le cancer, en fait, là, il va y avoir la représentation du cancer comme lié aux difficultés, au stress, aux souffrances engendrées par la situation migratoire. Et parmi les entretiens que j'avais pu mener avec des travailleurs immigrés retraités, ce qui revenait beaucoup dans les entretiens, sont des expressions du type « c'est la France qui m'a donné le cancer ». Et donc, c'est important de le rappeler parce que ça contraste avec aussi le cas d'étrangers, par exemple, venus avec des visas touristiques ou sans visa, qui viennent avec un espoir de guérison. La France peut être autant un espoir de guérison que vu comme le territoire qui a généré en fait la maladie. Et enfin, avant de revenir plus en détail sur cette recherche, en introduction, je proposais en fait de diffuser très rapidement le diffuseur des carnets de soignants. Alors, ces carnets de soignants, ils représentent en fait 3 courts-métrages qui ont été réalisés en 2025, notamment en partenariat avec la PAS de Strasbourg et le réseau Louis Guillou à Rennes. Dans le cadre d'un programme qui visait à partir de courts-métrages et d'un livret pédagogique, de construire des outils de sensibilisation et de formation sur les enjeux de santé en situation de migration. Et donc là, ce teaser qui dure 1 minute et quelques permet d'introduire certaines problématiques dans l'accès aux soins qui vont faire écho à cette étude de 2012, même si on est plus de 10 ans, voire 15 ans après. Donc voilà, je propose de visionner ce bref teaser pour ensuite revenir plus en détail à l'étude de 2012. Du coup, Madame Genin, c'est vous qui avez le lien. Alors, ouais, pardon, je ne l'avais pas préparé, effectivement, autant pour moi. Je pensais que vous seriez à la manœuvre, mais hop, je vais pouvoir le retrouver. Bon, j'ai pas anticipé ça, je prie de m'excuser. Zut. Ça, Sinon, on peut y revenir à la fin, on peut inverser si vous ça, c'est préférez. c'est un super teasing comme ça, je vais le trouver. Vas-y, je vous laisse continuer. Ok, donc en fait dans ce teaser, ce qu'on voyait notamment, on voyait l'introduction de la problématique de l'hébergement notamment et du logement dans le suivi de soins, entre autres en cancérologie, mais pas uniquement. Et du coup, ça permettait d'introduire la question de l'étroite articulation entre le social et le médical. Mais si on a le temps, on y reviendra après. Et là, du coup, donc je passe à l'étude de 2012. Donc peut-être par rapport à cette étude de 2012, juste vous dire quelques mots sur le profil en fait des patients rencontrés dans le cadre de cette étude. Donc une partie des patients concernés, alors concernaient soit des demandeurs d'asile, dont beaucoup étaient originaires des pays de l'ex-bloc soviétique. Parmi la population d'études, il y avait aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des immigrés âgés, des travailleurs immigrés retraités, donc en France depuis plusieurs années. Une partie de la population était aussi constituée d'étrangers arrivés en France avec des visas touristiques, notamment originaires d'Afrique et du Maghreb. Avec une précision qui me semble importante de rappeler, c'est que dans le contexte actuel des politiques d'immigration, ces patients ou patientes qui avaient pu venir en France avec un visa touristique appartiennent dans leur pays d'origine à des catégories sociales aisées. Mais par la suite, du fait du coût de la durée des soins, très souvent, on a un très fort déclassement social et des situations en fait de précarité qui se dessinent, mais dans des trajectoires de fort déclassement social. Et puis des personnes en situation irrégulière, sachant qu'il y a une grande porosité en fait entre ces différents profils.
Pour resituer aussi le profil des patients qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude, notamment concernant les étrangers qui ne résidaient pas en France, donc j'exclus là par exemple les travailleurs immigrés retraités. Certains étaient arrivés en France avec un cancer déjà diagnostiqué, voire des traitements déjà entamés dans leur pays d'origine. Certains déclaraient avoir été orientés, alors mais de manière parfois très vague, mais incités en fait à aller tenter leur chance en France, y compris parfois par des professionnels de santé de leur propre pays. Et souvent, ces personnes arrivaient à un stade très, très avancé de cancer très avancé. Pour un certain nombre d'autres personnes rencontrées dans cette étude, le diagnostic n'était pas connu avant l'arrivée en France et souvent il s'est fait dans des circonstances un peu diverses ou impromptues. Par exemple, des cas d'hospitalisation après un malaise. Le cas aussi notamment de femmes, de plusieurs jeunes femmes qui étaient venues au départ pour des problèmes d'infertilité et qui vont faire des examens médicaux au départ dans ce cadre-là et qui découvrent en fait un cancer. D'autres aussi qui étaient venus consulter face à des symptômes qui les inquiétaient, même si le diagnostic du cancer n'avait pas été posé dans leur pays d'origine. Et puis d'autres qui régulièrement, notamment, là je pense à des hommes et des femmes qui de classes relativement aisées dans leur pays d'origine qui venaient régulièrement en France pour des vacances ou parfois même des séminaires professionnels et qui en profitent pour faire des bilans de santé ou des checkings et qui, voilà, à ce moment-là, découvrent leur cancer. Donc, ce que je vais me faire maintenant dans cette présentation, c'est plus me centrer sur les enjeux éthiques et pratiques que soulevaient ces prises en charge. Du point de vue donc notamment des professionnels de santé et du social, concernant à la fois la question de l'accès aux soins, mais aussi la question du déroulement des soins, et notamment en cas de pronostic défavorable, la question et la difficile gestion du point de vue des professionnels de la fin de vie, de son accompagnement avec notamment la question qui pouvait se poser d'un retour ou non et comment au pays d'origine. Alors, pour comprendre ces enjeux-là, peut-être je reviendrai juste sur deux notions et deux notions notamment qui ont été avancées par Lombrail et Jean pour rendre compte en fait des inégalités d'accès aux soins. Ces deux auteurs invitent à distinguer ce qu'on appelle les inégalités dans l'accès primaire et les inégalités dans l'accès secondaire. Et là, dans ces cas-là, dans les exemples que je vais donner ici du terrain, on voit comment s'imbriquent en fait ces deux formes d'inégalité. Donc, ce que Lombrail et Jean appellent inégalité dans l'accès primaire aux soins, ça renvoie vraiment à l'entrée dans le système de soins. Donc, par exemple, des contraintes administratives qui vont empêcher l'entrée dans le système de soins. Ça peut être aussi des inégalités avec des formes de non-recours. Mais toutes ces variations ne sont pas forcément des inégalités. Elles vont être considérées comme des inégalités quand il y a des besoins de soins qui ne sont pas suivis d'accès. Ou alors quand l'accès va être différencié ou inégal sur un critère autre que médical. Les sociologues ensuite distinguent plus précisément dans cet accès primaire ce qu'on appelle l'accès théorique, c'est-à-dire le droit d'accès aux soins, par exemple les droits ouverts en fonction du type d'assurance maladie, et puis l'accès réel qui va désigner vraiment le véritable accès aux services de santé. Et les inégalités dans l'accès secondaire qui, pour Lombrail et Jean, correspondent à la manière structurellement déterminée dont se déroulent les soins après un premier contact.
C'est-à-dire, est-ce que les patients avec les mêmes critères cliniques, est-ce qu'ils vont être orientés de la même façon? Est-ce qu'ils vont avoir la même qualité d'information, la même qualité de soins, etc. Alors, l'idée là, ça va être de voir un petit peu comment on avait des inégalités qui se conjuguent et qui se répondent à la fois entre cet accès primaire et cet accès secondaire. Et je vais partir sur un exemple qui soulève aussi des questions éthiques et politiques. La question des demandeurs d'asile. Donc ça va être un des exemples que je vais prendre. Certains demandeurs d'asile qui sont arrivés en France en se sachant malades, atteints de cancer, disaient ne pas avoir osé parler d'emblée de leur cancer ou de leurs symptômes, au risque d'attirer les soupçons sur la sincérité de leur demande d'asile. Sachant qu'en théorie, les demandeurs d'asile malades, gravement malades, peuvent aussi en parallèle déposer une demande d'autorisation de séjour pour soins. Ce qu'il faut voir, c'est que statistiquement, les autorisations de séjour pour soins, notamment dans le cadre du cancer, ont beaucoup plus de chances d'aboutir que les demandes d'asile, en fonction bien sûr des nationalités. Mais là, ces demandeurs d'asile étaient majoritairement originaires des pays de l'ancien bloc soviétique. Et donc, le taux de protection, en fait, est accordé et assez faible pour ces populations. Donc, statistiquement, ils avaient plus de chances d'obtenir une régularisation pour soins que le statut de réfugié, mais le statut de réfugié offre une plus grande stabilité juridique et ouvre beaucoup plus de droits sociaux. Et là, c'était du point de vue, par exemple, des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux dans les CADA, beaucoup de débats, parce que certains craignaient qu'une demande parallèle, par exemple, de régularisation pour soins, certains craignaient que cette demande parallèle allait venir délégitimer la procédure d'asile en cours. Et donc, ils étaient réticents à engager ces démarches. Mais voilà, ça faisait vraiment débat, puisque certains avaient aussi eu l'expérience du retour de bâton de la part de la préfecture. Pourquoi est-ce que c'est au moment où la demande d'asile est déboutée qu'une autorisation de séjour pour soins est demandée? Et en fait, là, on voit, c'est un exemple qui montre ces débats à l'intersection en fait, des politiques sanitaires et d'immigration et d'asile. Un autre point de débat qui traversait ces prises en charge, c'était le poids des logiques gestionnaires. Puisqu'une partie en fait, donc de l'étude, je ne l'ai pas précisé, avait lieu auprès des patients, parfois de leur entourage, des professionnels de santé, du social également, le personnel des entrées aussi dans plusieurs services, établissements hospitaliers. Et ce qui revenait de manière récurrente auprès de tous les professionnels, qu'ils exercent au bureau des entrées, au service social ou dans des postes à responsabilité dans les unités de soins, c'était les pressions exercées notamment par la direction lorsqu'un patient non solvable était pris en charge. Et d'ailleurs, ce contexte était très bien connu des structures intermédiaires qui, par exemple, des centres de soins gratuits ou même des CADA, dans leur logique d'orientation en fait des patients. Alors, un exemple, c'est pour les patients non couverts par la sécurité sociale et notamment les étrangers arrivés avec un visa touristique. Ils étaient censés déposer des chèques de garantie et payer en fait une partie des soins par anticipation. Et là, afin d'établir un devis qui soit plus facilement acceptable à la fois par les patients, mais aussi par la direction, plusieurs praticiens expliquaient qu'ils allaient par exemple opter pour un traitement en ambulatoire plutôt qu'une hospitalisation qui serait beaucoup plus onéreuse, même si de leur point de vue, l'état de santé du patient aurait nécessité une hospitalisation.
Et là, si on revient à cette question de l'accès primaire et secondaire aux soins, beaucoup de travaux, en fait, et notamment ceux de Lombraille, par exemple, et Jean montrent que souvent, on a des difficultés dans l'accès primaire aux soins, et les inégalités dans l'accès primaire aux soins vont se retrouver, en fait, et se cumuler dans l'accès secondaire. Et là, dans ce cas-là, on a quelque chose d'un peu plus complexe, puisqu'on a une différence de traitement qui peut être vue comme un abaissement des normes de prise en charge. On va proposer à quelqu'un une prise en charge en ambulatoire, alors que pour un autre patient, cliniquement, on aurait proposé une hospitalisation. Mais c'est cet abaissement des normes de la prise en charge qui va quand même permettre un minima un accès primaire, en fait, l'entrée dans le système de soins en essayant de contourner, entre guillemets, les obstacles administratifs. Donc là, j'ai pris l'exemple plutôt de l'entrée dans le système de soins et comment ça peut se produire, sachant que pour ces patients, bon, je n'aurai pas le temps de développer, mais arriver en France avec des visas touristiques, alors soit ils sont hébergés, ils étaient hébergés en hôtel, soit ils étaient hébergés chez des proches, des membres de leur famille, mais avec les soins qui durent, la durée, donc la durée des soins, le coût également des soins, et ben, être hospitalisé, enfin, d'être suivi en ambulatoire et de dormir à l'hôtel, ça va aussi soulever, là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, des difficultés aussi dans le suivi. Et même quand les personnes, j'ai été confrontée à plusieurs fois ce type de situation, de personnes qui étaient au départ hébergées le temps des vacances chez leur famille, mais au bout d'un moment, il y a de fortes tensions familiales. La famille qui hébergeait, les proches qui hébergeaient ne s'attendaient pas à devoir héberger sur la durée un parent malade, à être aussi parfois financièrement du coup sollicité, avec aussi parfois des représentations de peur de contamination pour l'entourage, avec la représentation que le cancer en fait pourrait être transmissible et des pressions pour que les personnes quittent en fait l'hébergement dans lequel elles étaient initialement. Un autre point majeur qui ressortait de cette étude et sur lequel je vais m'arrêter maintenant, c'était la question de la fin de vie et la question des retours au pays d'origine qui interpellait d'autant plus les professionnels, d'une part parce que ça allait poser la question de l'annonce de la fin de vie et aussi parce que ça allait soulever un certain nombre de défis organisationnels. Alors bien sûr, il y avait des différences et là, j'ai pas le temps de trop rentrer dans le détail, mais en fonction des contextes de soins, une hospitalisation à domicile, est-ce que la personne était en unité de soins palliatifs? Est-ce qu'elle allait dans un service curatif, etc. Mais ce qui revenait à chaque fois, c'était cette question, le fait d'aborder la question du retour au pays d'origine, qui était d'autant plus délicate pour les médecins qu'elle impliquait des sous-entendus sur la durée de la survie. Et que aborder la question du retour au pays d'origine, ça voulait aussi signifier en fait en même temps l'annonce de la fin de vie ou du moins de l'échec thérapeutique. Alors, là aussi, il est intéressant de faire un parallèle avec d'autres études et notamment l'étude d'une anthropologue, Sylvie Finzang, Information et mensonges, notamment sur la relation patient-médecin en cancérologie. Et elle montre que si les médecins sont tenus par une obligation claire et loyale aux patients, elle montre notamment à partir de ses travaux en cancérologie qu'en fonction des effets estimés des informations délivrées sur les malades, sur leur capacité aussi supposée cognitive ou émotionnelle à recevoir l'information, l'information en fait va être
plus ou moins précises et divulguées différemment. Et ce qu'elle montre notamment, c'est que les médecins vont, selon le milieu social des patients, anticiper en fait différemment la demande d'information des patients. En fait, ce qu'elle montre, c'est que face à des patients de classe supérieure, les médecins vont anticiper beaucoup plus des demandes d'information de la part de ces patients. Et en même temps, ce sont des patients qui osent plus s'adresser aux médecins et qui eux-mêmes vont avoir tendance à plus facilement poser leurs questions. À l'inverse, elle montre que pour les patients issus de milieux populaires, les médecins anticipent beaucoup moins leurs demandes d'information et ce sont des patients qui osent moins s'adresser en fait à l'oncologue. Donc elle montre comme ça comment il y a une asymétrie en fait qui se renforce. Et dans le cas des étrangers, ce que moi j'ai pu constater, c'est que la représentation en fait culturelle venait recouvrir en fait cette distinction selon les milieux sociaux. Parce que ce qui revenait très souvent, c'était l'image de l'étranger qui culturellement est peu demandeur d'informations. Et souvent, plusieurs éléments étaient mis en avant par les professionnels pour expliquer cela. Soit ce qui a été mis en avant, c'était la croyance au destin dans certaines cultures. Et du fait de la croyance au destin, on serait peu demandeur d'informations. Il y avait aussi souvent, ce qui était mis en avant, c'était l'idée qu'il y aurait une confiance extrême aux médecins dans certaines cultures. Et comme on a totalement confiance aux médecins, on ne pose pas de questions. Et puis, il y avait aussi cette idée que de toute façon, les soins qu'ils reçoivent ici, c'est mieux que ce qu'ils auraient eu chez eux. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont peu exigeants. Ils se satisfont en fait d'une offre de soins qui, de toute façon, est meilleure que ce qu'ils auraient pu avoir chez eux. Et en fait, ces représentations, elles occultaient totalement le point de vue des patients. Alors, j'ai évoqué très rapidement le contexte de l'interprétariat. Mais à l'époque, sur mon terrain, l'interprétariat professionnel était encore très peu développé et souvent les personnes venaient avec des membres de leur, entourage, alors familiaux ou aussi entre guillemets «des membres de la, communauté» et le fait de pas poser de questions, ça s'inscrivait sur un autre registre culturel. C'était par exemple, on pose pas de questions parce qu'on ne veut pas inquiéter son proche. Le proche ne pose pas de questions parce qu'il veut pas inquiéter son parent malade. On ne pose pas de questions parce qu'on veut pas que ça s'ébruite, hem, que les informations médicales «s'ébruitent» entre guillemets dans la communauté et cetera. Et pourquoi est-ce que je rappelle ça? Parce que, du fait de cette, un petit peu zone d'ombre, ça va d'autant plus complexifier, la question, hem, le fait d'aborder ou pas la question du retour, en fin de vie, puisque aborder ce retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire en même temps annoncer aux patients qu'ici, il n'aura pas de traitement, qui pourront le guérir. Cela dit, la problématique du retour au pays d'origine conduisait certains médecins et cadres, pas tous, hein, mais certains médecins et cadres à penser que du coup, l'anticipation de la fin de vie devait être accélérée pour ces personnes d'origine étrangère, heu, pour leur permettre en fait de prendre la décision du retour avant qu'il soit trop tard. Et cette anticipation et ça mettait, mal à l'aise beaucoup de médecins et ça, c'était les mots que j'ai plusieurs fois recueillis, en entretien, les contraignait parfois, disait-il, à brusquer les annonces de fin de vie, quitte à et là je cite encore: «à faire violence aux patients pour qu'ils prennent la décision, de rentrer, ou non avant qu'il ne soit trop tard». Donc ça les mettait vraiment mal à l'aise en venant heurter notamment, les principes du soin, des soins palliatifs, le processus d'acceptation de la mort et avant qu'il soit trop tard, ça renvoyait à quoi? Ça renvoyait, notamment à 2 choses. Permettre aux patients de «profiter» entre guillemets de ces derniers moments de vie au pays d'origine,
sans que ce soit trop dur non plus pour ses proches. Et puis aussi, c'était, permettre le retour, heu, à dans un état qui permette un retour sans rapatriement sanitaire, qui est très coûteux, très compliqué à mettre en place. Et donc il fallait que l'intéressé puisse encore voyager, en fait, sans être alité. Or, la situation suivante, elle faisait fréquemment l'objet de malentendus, parce qu'il n'était pas rare que les médecins essayaient de faire tenter un message, c'est le bon moment du retour, parce que là, la trajectoire du cancer offre un moment de répit momentané avant une dégradation et conduisant à la mort. Mais du fait, en fait, de ce répit, soit les personnes malades, soit parfois leur entourage, avaient du mal à admettre et à comprendre qu'il s'agissait du bon moment pour rentrer, puisque le retour était clairement compris comme synonyme d'arrêt de la prise en charge ici. Or, à un moment où l'intéressé ou l'entourage pouvait avoir l'impression que du fait de ce moment de répit, qu'il y avait un espoir d'amélioration ou de rémission. Donc ces malentendus pouvaient être, source de tension. De plus, au sein des équipes, ces questions du retour, en fait, étaient souvent débattues. Alors et là, on retrouvait à la fois des enjeux éthiques et politiques. Pour certains professionnels, ils estimaient qu'ils n'avaient pas du tout à aborder la question du retour si l'initiative ne venait pas soit du malade, soit de l'entourage. Par exemple, un entretien, avec, une cadre d'une unité de soins palliatifs qui disait, «Je ne vois pas pourquoi je leur dirais que ce serait peut-être bien qu'ils aillent dans leur pays. Je trouve ça complètement déplacé et la chance qu'on a ici, c'est qu'en 2-3 jours, on connaît, bien l'histoire des gens, les gens se détendent, ça nous permet de voir des choses». Heu, Là, on a le cas d'une professionnelle qui, en l'absence d'indices préalables, ressent une illégitimité à aborder cette, question du retour puisque ça viendrait pour elle signifier que la présence de la personne en France n'est pas tout à fait légitime. Mais c'est pas voilà, toujours le cas. Une préoccupation aussi qui était source de tension souvent dans les équipes, c'était, s'assurer s'il y avait la volonté d'un retour au pays d'origine qui était exprimée. Est-ce que c'était bien la volonté du patient et non celle de l'entourage? D'autant plus lorsque, le patient ne parlait pas très bien français ou que la maladie entraînait des limitations dans les capacités, de communication. Et parfois, les équipes suspectaient plutôt que c'était les proches qui voulaient organiser le retour pour des raisons, économiques, éviter un rapatriement, posthume, par exemple. Hem Et avec toujours un petit peu une zone d'ombre. Est-ce que c'est vraiment la décision, en fait, du patient ou celle de sa famille? Et puis, des débats aussi, étaient, souvent liés à nouveau aux pressions, en fait, budgétaires dans les services. Dans un contexte de réduction des durées d'hospitalisation et de maîtrise des dépenses de santé, dans plusieurs services, ces patients, en fait, qui étaient «gardés» entre guillemets trop longtemps parce qu'on ne savait pas où les adresser, par ailleurs, pouvaient devenir générateurs de tensions, d'autant plus lorsque, s'ajoutaient à cela des difficultés d'ordre communicationnel. Et là, je prends un autre exemple, où un assistant, social, rapportait les échanges et les tensions avec un cadre dans un service, dans le service dans lequel il exerçait, à propos d'une patiente géorgienne de 67 ans. Et donc l'assistant social, relate la chose suivante, il me dit: «Le cadre me disait, "Non, ce serait bien qu'elle rentre, hein, c'est quand même mieux de mourir dans son pays"». Donc là, l'assistant social dit: «Oui, peut-être, mais est-ce qu'elle le souhaite?»
le cadre répond: oui, oui, elle a pu le dire. Et puis là, tu te rends compte, ça fait plus de 160 jours qu'elle est dans le service, ce n'est plus possible. Moi, la direction me demande de mettre un terme à certaines hospitalisations. Et là, on retrouve un processus assez récurrent où, en fait, l'argument de l'altérité culturelle, c'est quand même mieux de mourir chez soi, en fait, va venir conforter et nourrir l'argument institutionnel. De toute façon, la personne ne peut plus rester, dans le service. Donc souvent un enchevêtrement où le culturel va venir en fait légitimer l'argument institutionnel. Et puis, une fois la décision prise, quand c'était le cas, organiser le retour soulevait aussi de nombreuses difficultés et souvent les professionnels se sentaient démunis. Alors, soit pour trouver un établissement qui puisse accueillir le patient ou se renseigner à minima sur l'accessibilité des traitements. Souvent, en fait, ce qui ressortait, alors on est dans le contexte, hein, l'étude a été menée dans les années 2010 en Bretagne, mais souvent les professionnels faisaient jouer plutôt leur réseau d'interconnaissance du monde professionnel ou privé, mais se sentaient vraiment démunis du point de vue institutionnel pour organiser ces retours. Du côté des assistantes sociales, qui étaient parfois sollicitées aussi par les cadres ou les médecins par rapport à ces retours, certaines d'entre elles rapportaient une certaine exaspération, alors pas tant lorsqu'elles étaient mises à contribution dans la recherche de solutions pour le retour, puisqu'elles considéraient cela comme relevant de leur rôle. Par contre, ce qu'elles contestaient beaucoup, c'était parfois la délégation qui leur était attribuée de demander au patient ou à son entourage si un retour était souhaité. Donc là, c'était plus sur la question en fait de l'annonce et de la discussion du retour qu'elles considéraient que cela ne relevait pas d'eux, leur rôle, mais du rôle du médecin ou éventuellement du cadre. Donc ces retours, je ne rentre pas dans le détail, mais soulevaient aussi parfois des tensions dans les répartitions des tâches entre les différents professionnels. Et puis une autre question qui se soulevait notamment en cas de fin de vie et de retour, c'est la question de la prise en charge médicamenteuse et notamment de la douleur, avec là encore beaucoup de bricolage et d'ajustement au cas par cas. Et par exemple, un médecin expliquait comment il jouait sur les prescriptions des ordonnances pour pouvoir couvrir en fait la durée de vie estimée au pays. Et il concluait comme ça: je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais on est obligé de mettre du mastic sur le système. Et en fait, c'est une autre zone d'ombre où le territoire en fait d'intervention médicale n'est pas est disjoint et peu adapté à l'articulation entre différents espaces du soin à une échelle internationale. Madame Pion, pardon, je me permets Oui. parce que le temps est court et il passe et voilà, peut-être Mais on peut arrêter là, se ouais. diriger vers la conclusion. On aurait envie de vous écouter plus longtemps, mais je voudrais veiller quand même à laisser un peu de temps de parole aux Oui. professionnels. Je vous laisse Non, mais je vais arrêter là, comme ça on peut garder le temps pour la discussion. Parce que j'imagine que tout ça fait vraiment écho à ce que, en tout cas, moi, dans ce qui m'est rapporté des professionnels de terrain, ces choses-là font écho. Donc, je voudrais vraiment laisser la parole à ces professionnels qui sont présents aujourd'hui pour peut-être un partage d'expérience sur ce qui vient d'être évoqué. N'hésitez pas à prendre la parole, à débloquer votre micro ou à poser des questions dans le chat si vous êtes plus à l'aise avec ça. Ouais, Elisabeth. Peut-être juste une remarque avant de laisser la parole aux équipes. Peut-être
préciser effectivement que quand il concerne effectivement la régularisation pour raison de santé, le contexte politique a bien changé, hein, comme vous devez le savoir, avec effectivement une demande de titre de séjour pour soins qui doit être faite presque concomitante aujourd'hui avec la demande de titre de séjour. Donc la problématique que vous avez mis en avant au départ est plus d'actualité dans le sens où effectivement les demandes ne peuvent pas se faire. Je fais d'abord ma demande de titre de séjour et si je ne l'ai pas, je fais une demande de titre de séjour pour raison médicale. Et puis pour la deuxième raison aussi, c'est que l'accord pour des titres de séjour pour raison médicale, c'est beaucoup restreint. Hein. Donc voilà, je pense que ça, c'est un élément de contexte qui fait qu'aujourd'hui, cette problématique a un peu évolué voilà, dans sa dynamique. En tout cas, euh, voilà, c'était juste une remarque à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il y a pas mal de médecins qui sont connectés là aujourd'hui. Est-ce que certains d'entre elles ou d'entre eux ont envie de nous partager un petit peu leur questionnement, leur vécu par rapport à ça? Il y a notamment des médecins de l'association des professionnels des PASS, là, pour pas les citer. Je vais peut-être couper pour rien finalement, Madame Pion. Les gens ont plutôt envie de vous entendre. Bonjour, Ah, Hélène Levry, Bruno. je suis Ah, effectivement, bonjour, je suis un attendez, des parce qu'il médecins. y a Hélène et Bruno en même temps. Alors, Ah bon, bah alors je laisse la parole à Bruno parce que, vas-y Bruno. Ah non, 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 vraiment, moi je voulais juste, bon, peut-être juste dire que merci pour votre intervention parce que je trouve que en tout cas ça dit effectivement beaucoup de choses qu'on entend, qu'on voit, et ça correspond bien à nos patients d'une manière générale. Euh, mais effectivement, cette difficulté euh, du retour au pays est une vraie difficulté de comment on aborde cette question-là et quel est le vrai sujet et comment c'est accepté de la part du patient. Et, euh, et l'autre chose aussi, c'est comment accueillir ces patients qui arrivent avec un espoir parfois démesuré de guérison en France, où on ne sait pas ce qu'on leur a dit, enfin ce qu'on leur a dit là-bas, mais en tout cas, ils ont pour la plupart vendu tout ce qu'ils avaient et ils se mettent dans des situations de vie en France extrêmement compliquées et complexes, avec déjà une réalité qui leur arrive en pleine face parce que très souvent, ils ne s'attendaient pas à être dans la rue et, euh, et avec des cancers à des stades extrêmement avancés qui nous laissent effectivement bien démunis par rapport aux réelles possibilités qu'il peut y avoir sur le territoire. Je ne sais pas si mes collègues partagent la même chose, mais je pense que c'est quand même, d'une façon générale, ce qui nous met quand même beaucoup aussi en difficulté, c'est de devoir essayer de prendre en charge des personnes qui savaient déjà qu'elles étaient malades et qui viennent tenter le tout pour le tout, en n'ayant pas forcément été très bien renseignées, qui sont souvent victimes de réseaux euh, et où nous, on doit composer avec ça. Et c'est effectivement pas évident. je ne sais pas si vous voulez réagir à ce témoignage, Madame Pion, ou si on laisse la parole au docteur de Goër. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je vous remercie quand même d'avoir refait le. On t'entend très mal, Bruno. Je ne sais Vous pas si... m'entendez mal? Est-ce que c'est mieux comme ça? En tout cas, moi, je t'entends de très très loin. Bon. Mm. Idem de mon côté, on vous entend très mal, Bruno. Bon, j'ai pas d'autre micro que. Est-ce que ça va comme ça? Je vais essayer de parler fort. Ouais, Là, ça c'est va un peu mieux. mieux. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention enfin, notamment d'avoir remis en perspective le fait que il y a des personnes finalement qui sont malades et qui ne demandent pas, qui ne mettent pas en avant leur maladie, puisque nous, notre souci en fait, qui a abouti notamment à Swipe Café, c'est ce qu'on vient de dire sur la dernière intervention, hein, c'est-à-dire que ce qui nous prend beaucoup pour peu de patients et qui prend énormément psychiquement, ce sont ces personnes donc, qui arrivent en espérant
un espoir de guérison et qui donne cette impression, cette sensation que, voilà, qu'il y a un détournement de système potentiel, notamment de la demande d'asile, pour se faire soigner, pour pouvoir ouvrir des droits, et qui nous pose de vraies difficultés éthiques. Donc il y a vraiment ces deux balances, deux personnes en fait qui en demandent moins que ce qu'ils pourraient avoir le droit, et puis de gens qui demandent et qui espèrent, et pour lesquels on n'a pas vraiment de solution. Et avec notamment en cancérologie, aujourd'hui, avec le développement de nouvelles thérapies, qui coûtent extrêmement cher, ces thérapies ciblées, qui gagnent quelques mois de vie, parfois quelques années, parfois que quelques semaines. Mais plus on va développer ce type de thérapie, plus il est probable aussi qu'il y ait des gens qui viennent en espérant ça, avec un coût majeur, en fait, et avec quelques résultats, mais qui sont partiels et qui ne durent pas forcément dans le temps. Et du coup, et probablement aussi parce que des médecins dans les pays d'origine leur ont dit de venir tenter leur chance chez nous, hein, probablement. Et du coup, nous, on est très ennuyés avec de répondre positivement alors que des gens vont mal ou très mal. Alors, s'ils peuvent gagner un peu d'espérance de vie, s'ils ne peuvent pas, effectivement, c'est la question du retour au pays qui a été dit. Et que si on ouvre cette porte, la crainte, effectivement, qu'il y ait des réseaux qui continuent à se mettre en place. Et si on la ferme, bah, c'est humainement parlant très, très compliqué. Donc voilà, on est vraiment dans cet équilibre-là. Enfin, j'ai eu le sentiment que toute la discussion éthique, l'interpellation de l'espace régional éthique était un peu sur ce thème-là. Les autres compléteront. Madame Champ, vous avez votre micro coupé pour si vous voulez prendre la parole. Non, juste de dire que cette étude-là, encore une fois, elle a été menée entre 2010 et 2012-2013 et effectivement, on voit toujours ces mêmes problématiques qui, qui se posent et aussi en tout cas là sur les terrains par exemple plus actuellement que je peux mener mais qui fait écho aux situations que vous avez énoncées. Parfois si beaucoup de questionnements autour de la place des enfants et du sacrifice entre guillemets des enfants quand ce sont des enfants en bas âge qui vont accompagner parfois leur mère seule ou bien leurs parents dont un est atteint de cancer avec toute voilà cette précarité qui se met en place, cette difficulté d'accès aux soins avec l'idée de voilà, d'essayer de tenter le tout pour le tout alors que rien en fait de plus ne peut être fait. Euh, c'est aussi, enfin moi ce que j'ai pu voir du côté des enfants, euh, un débat également très très fort et qui pose voilà beaucoup de questions éthiques. Et du côté des soignants auxquels vous avez, je dirais, avec lesquels vous êtes actuellement en lien dans le cadre d'autres terrains de recherche, comme vous le disiez, ces mêmes questions se posent, j'entends ça aussi, hein, et voilà, comment est-ce qu'ils s'en débrouillent, comment est-ce qu'ils y réfléchissent, enfin, alors sans présager que vous ayez trouvé la solution magique pour traiter facilement ces situations, mais comment ils attrapent tous ces questionnements-là? Je pense que c'est vraiment des problématiques similaires que celles qui sont posées ici et voilà, je dirais, il y a sans solution miracle. Après, ce que je proposais, c'était peut-être sur une autre séance, voilà, avec la passe de Strasbourg, de pouvoir présenter le court-métrage qui était plus centré sur l'oncologie à Strasbourg et puis de débattre en présence de l'équipe de la passe. Mais sinon, un enjeu dans le cadre de ces ateliers qui a soulevé beaucoup d'enjeux de ces ateliers sur l'accès aux soins, la cancérologie à Strasbourg récemment, c'était aussi la question de l'hébergement et de la perte de l'hébergement en cours de traitement pour le cancer. Et là, les questions vraiment qui interpellaient les professionnels de santé, c'est
qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision? Est-ce qu'on doit arrêter la chimio le temps que la personne retrouve un hébergement stable? Est-ce qu'on doit moduler les doses? Avec vraiment voilà, un fort accent mis sur l'inconfort de ce type de situation qui soulève vraiment des enjeux éthiques et qui met mal à l'aise la décision, on va dire, médicale. Donc ça, c'est aussi un autre aspect aussi qui questionne beaucoup en lien avec ces situations de précarité et de migration. C'est pas que l'accès, l'entrée, mais après, enfin, vraiment la question de l'hébergement à la rue ou à l'hôtel. Et puis quand on perd son hébergement, en quoi ça va impacter le traitement qu'on peut proposer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent profiter des 5-10 dernières minutes pour nous partager quelque chose sur cette question? Ouais, Elisabeth. Juste pour dire qu'en tout cas, on voit bien qu'il y a deux problématiques majeures qui sont quand même celles qui sont au corps des questionnements éthiques des équipes, hein. Et je crois que Bruno l'a bien résumé, hein, sur effectivement ces patients qui viennent via une demande d'asile, mais pour vraiment dans une perspective de soins pour des pathologies déjà soignées pour lesquelles effectivement ils ont l'espoir d'être sauvés en France. Donc ça, c'est vraiment une problématique importante et je crois que c'est là où effectivement on est en difficulté sur qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne. Et c'est là où les questions éthiques sont les plus difficiles. Et effectivement, ça croise aussi la question des personnes en fin de vie pour lesquelles il n'y a pas d'espoir qu'un traitement puisse voilà, permettre une rémission, voire une guérison. Et comment effectivement, et qui voilà, prend la décision de et comment et avec qui effectivement on travaille avec la personne pour l'annonce du diagnostic et pour l'accompagnement sur quelles décisions prendre en termes d'orientation, retour ou pas dans le pays. Donc je pense que c'est vraiment là où on est un petit peu dans des fragilités et dans des difficultés en tout cas éthiques qui mettent à mal les professionnels et pour lequel voilà, je crois qu'il n'y a pas de réponse, et vous l'avez bien dit, Madame Chian, mais en tout cas, c'est important de pouvoir en échanger tous ensemble pour essayer voilà, d'avoir des postures peut-être voilà, euh, communes ou en tout cas qui posent des jalons sur une possibilité voilà, de prise de décision, peut-être des fois plus rapide et des situations où peut-être qu'on traîne trop, qu'on ne dit pas les choses assez vite, qu'on ne prend pas forcément voilà, les choses en main assez rapidement. Je sais pas, en tout cas, c'est une réflexion. Moi, je me demandais là, à vous entendre aussi, si à l'occasion de vos précédents travaux et à l'occasion des travaux en cours, vous aviez pu explorer un peu la littérature internationale sur ces sujets-là pour, je ne sais pas, nous éclairer aussi de l'expérience ou du vécu d'autres soignants dans d'autres pays, si les questions se posent de la même manière. Alors là, c'était une étude plus centrée sur la France, mais après, dans la littérature internationale, on va retrouver effectivement quelques travaux qui, autour de la question plutôt donc dans les pays anglophones, autour de l'annonce aussi et de la fin de vie et des problématiques que ça peut soulever, cette échelle de territoire. Euh, Moi, peut-être plus en complément, ce que je trouvais aussi, enfin, important aussi à prendre en compte, et c'est parfois peut-être une dimension qu'on oublie, c'est la question de l'entourage. Et quand se discute en fait cette question du retour au pays d'origine, dans les services de soins, on va surtout voir le patient et son entourage ici, s'il a un entourage présent. Et, et puis donc la discussion avec les professionnels. Mais
lors de cette étude, ce qui ressortait aussi beaucoup, c'est que cette question du retour au pays d'origine, elle soulevait aussi beaucoup de tensions au sein même de l'entourage, et notamment entre l'entourage présent en France, lorsqu'il y avait un entourage présent en France, parce que parfois les personnes étaient complètement isolées, et l'entourage dans le pays d'origine. Et que ça majorait aussi, bon là sans pouvoir rentrer trop dans le détail, mais la complexité des débats, parce que si, par exemple, il pouvait arriver que les proches en France finissent par accepter le fait qu'il n'y ait pas de traitement voilà, visé curatif possible, etc. Mais dans le pays d'origine, les autres membres de la famille continuaient à entretenir un espoir et du coup mettaient en cause la loyauté du proche ici, s'il arguait en faveur d'un retour au pays d'origine, comme étant plutôt un moyen de vouloir se décharger en fait de la lourdeur, de la tâche du prendre soin et de l'accompagnement dans les soins ici. Et donc tout ce volet-là aussi de tension et de débat au sein même des familles font que c'est un sujet d'autant plus complexe aussi du point de vue du patient. Il est 14h01. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de clore ce temps d'échange sur ce sujet très complexe et qui pourrait mériter plusieurs heures d'échange ou d'apport. Mais c'était une première entrée en la matière, si je puis dire. On aura l'occasion effectivement de vous proposer on espère, 2 autres temps d'échange plus ciblés, plus thématiques avec, comme le laissait entendre Madame Pion, peut-être une équipe PASS aussi, celle de Strasbourg qui participe actuellement à nos travaux en sociologie, donc sur ces questions-là. Donc voilà, on vous retrouve en septembre, on espère, et puis en novembre de mémoire ou octobre. En tous les cas, merci pour votre participation. Merci encore, Madame Pion, de vous être rendue disponible. Et Merci puis, bon beaucoup, Madame après-midi. Pion. Merci à Merci. vous. Au revoir. Oui, merci pour cet éclairage fort intéressant. Bonne journée. Au revoir. Madame Pion, est-ce qu'on pourra, je ne sais pas si vous êtes encore là. Ouais. Est-ce qu'on peut partager le lien du teaser, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le présenter? Ouais. Ok, Oui, le lien du teaser peut être partagé. super. Et du coup, j'ai pas encore recontacté la base de Strasbourg. C'est sur ma liste, mais là, je vais Ok. le faire dans Très la bien. foulée. Et comme ça, puis reprendre les dates Bon, que vous super. aviez. Voilà, je m'en occupe dans la journée. Puis dès que j'ai un retour, je vous préviens. Ok, sans problème. Merci infiniment encore. Bon Merci à après-midi. vous. Au revoir. Au revoir.